Merci de votre fidélité à Guinée7.com. Bienvenue dans À vous l'antenne, émission qui vous parvient du lundi au mercredi à partir de 10h00. Au menu de cette émission ce mercredi, dans une déclaration rendue publique mardi 12 novembre, les forces vives de Guinée ont lancé un appel à la mobilisation pour exiger le départ du colonel Mamadi Doumbouya du pouvoir et la mise en place d'une transition civile au plus tard le 1er janvier 2025. Que vous inspire cette actualité? Pour en parler, nous recevons comme invité ce matin Abdoul Sako. Il est le coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée. Bonjour Abdoul. Et bonjour mon frère et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. À moi de vous remercier. Chers internautes, vous pouvez aussi appeler dans cette émission et lui poser des questions au 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Alors, Abdoul, pour commencer, comme je l'ai dit à l'entame, dans une déclaration rendue publique hier, les forces vives de Guinée ont appelé à la tenue d'une transition civile au plus tard le 1er janvier 2025. Mais est-ce que c'est faisable? Oui, merci beaucoup. D'abord, il faut peut-être se mettre dans le contexte et voir déjà, depuis qu'on est, comment dirais-je, dans la transition, quels sont les efforts qui ont été fournis, qu'est-ce qui est fait en termes, comment dirais-je, d'actions concrètes par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. Quels sont les engagements pris? Est-ce que ce sont les forces vives qui ont décliné cet agenda ou cette période, cette durée pour le CNRD ou pour le général d'armée Mamadi Doumbouya, le président de la transition? Je pense que non. Les forces vives estiment simplement, au regard de la situation, eu égard à la situation qui se complique tous les jours, ne voyant pas d'actions concrètes qui nous permettent de sortir de là, au regard des psychoses, au regard des douleurs, au regard de la pauvreté, au regard de la peur qui est inspirée aux Guinéens, au regard des stress que les Guinéens ont au quotidien, il faut aider le général des corps d'armée, le général d'armée, à respecter ses engagements. Cela veut dire, si toutefois l'agenda a été établi, de commun accord avec la CEDEAO. De commun accord avec la CEDEAO. Donc, sans d'ailleurs les forces vives de la nation, qui ont accepté, en croyant au général, en croyant au CNRD, nous estimons que ce n'est pas de leur gré que, comment dirais-je, la situation pourrait se gérer de la sorte. C'est que c'est une mauvaise équipe, c'est-à-dire l'équipe qui a été mise en place, la ressource humaine n'a pas répondu aux alternatives. Donc, bien évidemment, au terme du mandat qu'ils se sont donné, il faut passer à autre chose, aider le pays à sortir de la situation. Parce que je pense qu'il n'y a pas de commentaires à faire aujourd'hui. Vous voyez la comédie que le CNT fait, par exemple, est-ce que cet appel à la tenue d'une transition militaire, est-ce que cet appel n'est pas tardif dans la mesure où vous avez écouté la sortie du Premier ministre qui disait qu'on ne peut pas respecter le calendrier, le chronogramme qui a été préalablement défini? Peut-être qu'il peut y avoir des élections, mais à partir en 2025. Il est très difficile de croire sur parole. Aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, le Premier ministre alors, depuis combien de mois ce verbe, ce regain est vendu à la population? Mais qu'est-ce qui est fait concrètement? Quel est le diagnostic qui est fait? Quel est le motif qui est démontré? Ou qu'est-ce que vous voyez réellement en termes d'action concrète, en termes de volonté de mobiliser les Guinéens, en termes de, comment dirais-je, d'action, je dirais, vraiment concrète, qui permettent à dire que ce n'est pas une mauvaise volonté. Ce n'est pas une question s'il faut d'entretenir leur intérêt personnel au détriment du peuple. Il a été dit que le référendum serait tenu. Vous voyez quelque chose à propos?
On est dans la phase de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Vous êtes dans la phase de vulgarisation de l'avant-projet de Constitution. Oui. Vous n'avez même pas parlé des projets de Constitution. 3 années. On a promis la tenue du référendum à la fin de cette année. À la fin de cette année, vous voyez des actions par rapport à cela? Vous êtes dans la phase de vulgarisation de l'avant-projet. Nous estimons que tout est mis, par exemple, à chaque fois pour décrédibiliser le général Mamadi, à chaque fois qu'il prend des engagements, à chaque fois qu'il projette des choses. C'est comme s'il y a des forces d'inertie. Peut-être qu'il a volontairement mis en place, ou peut-être qu'ils sont là pour le décrédibiliser devant l'opinion nationale et internationale. Donc je disais alors, revenons, parce qu'il faut parler, j'aime parler des faits, des concrets. L'OCNT a fait 3 ans presque, 30 mois, avec tout ce que ça demande en termes de budget. Nous avons entendu symposium sur le constitutionnalisme. Nous avons entendu des voyages à l'intérieur du pays. Nous avons entendu des voyages à l'extérieur du pays. Nous avons entendu des consultations ça et là. 30 mois pour nous sortir un avant-projet de constitution qui aurait pu se faire en moins de 3 mois avec moins de 10 spécialistes sur les faits de constitution, parce que vous ne trouverez aucune virgule dans cette constitution. Vous direz que ça a été une proposition des pauvres paysans à l'intérieur du pays ou de ceci ou cela. Donc vous estimez qu'en réalité, qu'elle ne reflète pas les réalités du pays? La réalité est tout autre. Vous prenez leur affaire de bicaméralisme là. Pour quelle population? C'est des copier-coller ailleurs qui sont parfois même taillés sur mesure. Même alors là, vous allez trouver que déjà le calcul est fait. Qui va occuper le poste du président du Sénat? Alors, revenons dans les faits. Si on était responsable, cette situation de constitution devrait s'inscrire dans un chronogramme détaillé, lisible, précis. En d'autres termes, nous organisons le référendum à telle date. Voilà les étapes qui concourent à l'organisation du référendum. Voilà les ressources nécessaires, claires, que tout le monde chasse. Qu'est-ce que ça coûte? Personne ne sait, par exemple, les consultations qu'ils ont menées pour recueillir les avis des gens sur l'avant-projet de constitution. Qui connaît le coût? Vous avez vu où dit que c'est que ça coûtait? Vous avez vu où, par exemple, pour dire que cette vulgarisation de l'avant-projet de constitution, qu'est-ce que ça coûte? Je disais alors, on devrait avoir dans le temps, de façon précise, quelles sont les différentes étapes qui concourent à l'adoption du référendum et quelles sont les ressources nécessaires, dans quel moment, à quelle date précise. Et à la suite de ça aussi, le même chronogramme devrait ressortir quand est-ce que nous allons organiser les élections locales, les élections législatives, l'élection présidentielle. Comme ça a été défini sur la feuille de route. Feuille de route. Vous avez vu cette feuille, c'est du pipeau, vous n'avez nullement vu ça. C'est comme quand on parle de Simandou 2040. La convention, quels sont les Guinéens qui connaissent? Nous tous, nous sommes en train de danser au rythme d'une musique dont nous ne connaissons pas la signification, des expressions qui sont là-dedans. Alors, je disais, revenons à un autre cas, l'avant-projet de constitution. Lorsque vous avez accueilli, vous avez organisé des ateliers à des coûts faramineux, vous êtes déplacés, vous allez faire du tourisme à l'extérieur, dit-on pour recueillir l'avis des Guinéens. Lorsque vous revenez, avant de passer à la vulgarisation de l'avant-projet de constitution, vous aurez dû avoir le courage, la responsabilité, l'honnêteté intellectuelle et patriotique de mettre, en quelque sorte, dans l'avant-projet de constitution, de dire aux Guinéens, après la consultation des différentes catégories socio-professionnelles politiques du pays, y compris nos compatriotes à l'étranger, les recommandations qui ont été faites, les critiques qui ont été faites, les observations faites, voilà qu'est-ce que ça a permis d'évoluer, d'améliorer le contenu de l'avant-projet de constitution que nous avons donné. Sur la base de ça, maintenant, vous vulgarisez cela. Mais sans cela, vous passez à une autre phase de marmaille. C'est pour vous dire, la volonté n'y est pas. Tout est fait pour occuper le temps, sachant bien que la minorité qui a pris le pays en otage vit la pluie et le beau temps au détriment de l'écrasante majorité. Voilà les faits. Voilà ce qui dit que
Je pense qu'après 3 ans, il serait bien que les Guinéens réfléchissent. Après 3 ans, vous appelez à une mobilisation pour la tenue d'un gouvernement, pour la mise en place d'un gouvernement civil, une transition civile. Mais que se passerait-il si le gouvernement de transition, si ce que vous voulez ne se fait pas? Je ne pense pas, ce n'est pas... En tout cas, quand je parle en tant que... Parce que concrètement, vous-même, vous l'avez rappelé, on est loin de cela. Donc, attendez, donc nous pensons que quand nous avons rencontré la mission onisienne, parce que ce sont des partenaires qui viennent vraiment essayer de travailler, comment nous aider à nous rapprocher. Nous avons estimé qu'il y a des actions qui n'ont pas besoin, s'il faut du temps, c'est une simple volonté déjà qui puisse aider à décrypter la situation. Entre autres, nous dire libérer par exemple les gens qui font objet de disparition forcée, éclaircir leur situation, dire à leur famille, je vais parler de Fonike, de Billo, de Sadou Nimaga par exemple, éclairer la situation, leur situation, dire à leur famille, voilà la situation, voilà l'État a mené des enquêtes, libérer ceci. Par exemple, les détenus politiques, les acteurs politiques qui sont en détention, pendant des années, qui n'ont jamais fait objet, par exemple, des jugements au vrai sens du terme. Et figurez que les ministres du CNRD qui ont fait objet de dénonciation ou de suspicion par rapport au détournement des deniers publics au niveau de la CRIEF. Je veux parler du ministre porte-parole du gouvernement. Je veux parler du Premier ministre, l'ancien Premier ministre, par exemple, et d'autres. Quand, pour leur cas, certains ont même gardé leurs fonctions, mais ils n'ont pas été conduits en prison. La CRIEF a continué son travail. Pourquoi alors les autres Guinéens, encore que vous soupçonnez, pourquoi ne pas aussi les libérer, si nécessaire ou justifié, sous contrôle judiciaire? Donc, en quelques mots, vous dénoncez du 2 poids, 2 mesures. Non, ce n'est même pas une dénonciation, c'est un fait qui est là. Nous regrettons cela. Nous estimons que cela ne concourt pas à aider le pays à aller de l'avant, à avoir la confiance sur la gouvernance, à avoir l'espoir que la gouvernance peut nous permettre de sortir de là. Et mieux encore, c'est que nous demandons, c'est ça que les forces sociales, en tant qu'entité sociale des forces vives, nous avons conseillé, par exemple, à ces militaires. Troisième élément, par exemple, il faut, par exemple, ceux qui sont en exil forcé. Dans la mesure où ceux qui sont dans la gouvernance, qui sont incriminés ou qui sont soupçonnés, ont la possibilité au moins d'aller et venir avec présomption d'innocence, que nous saluons d'ailleurs, ceux qui sont en exil forcé, par exemple, il faut les permettre en retour sécurisé, garantissant par exemple de la part du président de la transition, dire voilà les garanties de sécurité qu'ils ont. Autre élément par exemple, il suffit... On aura le temps d'en parler. Alors, dans un document intitulé Approche de solutions et actions nécessaires à un retour apaisé et inclusif à l'ordre constitutionnel à l'intention de la mission des Nations Unies en séjour en Guinée du 4 au 15 novembre, vous recommandez la mise en place d'un organe indépendant et consensuel de gestion des élections. En quelque sorte, vous n'avez pas confiance en la CENI? Non, il n'y a pas une CENI d'abord, c'est l'OMATD qui est là. D'habitude, en Guinée, c'est la CENI qui organise les élections. C'est la CENI qui organise. L'OMATD est là. Mais lorsque vous voyez le déficit de transparence, vous avez eu même le rapport d'évaluation des partis politiques. Chose que nous avons dit en tant que société civile, en temps normal, pour des gens qui font preuve de vertu, pour des gens qui font preuve de respect des lois et des engagements, c'était de très bonnes choses. Mais vous voyez même ça, il y a des partis politiques qui ont dénoncé que le processus n'a pas fait objet de transparence parce qu'il y a des éléments qu'ils ont fournis qui n'ont pas été comptabilisés. C'est comme si c'est un logiciel qui est créé, qui catégorise en 2, 3 catégories. Soit que tu es dans l'une ou dans l'autre, même si ton cas ne passe là, mais le logiciel est fait de telle sorte que, soit que tu sois forcément sous un régime d'observation, sous un régime de suspension ou de dissolution. Donc, vous voyez que déjà, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ce manque de confiance qui existe. Vous voyez encore que la nomination des chefs de quartier, nous, en tant que société civile, parce que notre option aussi, c'est d'essayer de croire le maximum que possible, d'aider les Guinéens à croire en la justice. Nous avons saisi, par exemple, la Cour suprême. Nous avons dit que le décret est documenté avec preuve à l'appui
explication sur la base de la charte de la transition, des lois de la République, des conventions. Nous avons saisi la Cour suprême dire que le décret qui donne le pouvoir de nomination des chefs de quartier et des présidents de district au gouverneur était un décret qui ne valait pas la peine, c'était un décret qui viole les lois, c'était un décret qui viole les engagements. Figurez-vous, plus d'une année, depuis octobre 2023, la Cour suprême a cette plainte, mais nous n'avons jamais eu de retour, nous n'avons jamais eu de suite pour dire au moins nous ne sommes pas à la bonne porte. Ou au moins nous ne sommes pas compétents. Nous ne sommes pas compétents. C'est l'omerta totale. Et vous voyez les chefs de quartier qui sont installés sans concertation avec personne. Vous voyez les délégations spéciales qui ont été installées sans concertation avec personne. Vous voyez dit-on, les chefs de, les responsables d'élection ou quoi, au niveau des préfectures et consorts qui sont installés sans concertation avec personne. Vous croyez que la confiance y est dans ce sens-là? Vous croyez que ceux qui compétissent? Nous ne compétissons pas, nous n'avons pas besoin. Mais nous avons l'obligation de témoigner, d'arbitrer, de montrer que, d'alerter l'État, dire attention, la manière dont ça va, ça n'augure pas de la confiance, ça n'augure pas de bons lendemains. Donc, le ministère de l'administration du territoire ne peut pas organiser des élections crédibles, ne peut pas organiser des élections qui aspirent la confiance et qui augurent des lendemains meilleurs. Donc, il faut un organe consensuel et indépendant. Quand vous parlez d'organe consensuel, parce que vous plaidez pour la mise en place de cet organe, alors il sera composé de qui et de qui? Non, de qui et de qui. Il suffit simplement, c'est là aussi nous ne pouvons pas demander une chose et son contraire. Nous ne nous mettons pas à la place. Il suffit simplement que ceux qui compétissent, l'État et la société civile, chacun propose, selon lui, quel est le format qui peut nous aider à nous comprendre. Quel est le format d'organe. Nous, tout ce que nous voulons, que ça soit consensuel et indépendant. Des propositions peuvent être faites. On croise, on regarde qu'est-ce qui peut être tiré de là. Est-ce que c'est le même format que la CENI qui était là? Chose que nous ne soutenons pas assez, parce que c'est pour cela que nous parlons d'organes consensuels et indépendants. Ça peut être technique aussi, mais qui est détaché s'il faut, de la pression, des injonctions du ministère de l'administration du territoire, donc du pouvoir en place. Donc, je vous dirais les conditions de décryptation. Imaginez, par exemple, c'est pour vous dire, il y a tas de choses qui peuvent faire en un clin d'œil pour rassurer davantage la confiance. Le général d'armée, le président de la transition, peut refaire, par exemple, une déclaration solennelle. Je suis un homme de parole, je suis un officier. Je sais que la parole donnée en Afrique, elle vaut de l'or. Elle vaut de l'or. Donc, je réitère solennellement devant l'opinion nationale et internationale, conformément à la charte de la transition, conformément aux dispositions au niveau de l'Union africaine qui disent que les auteurs de coups d'État, ceux qui gèrent une transition, ne peuvent pas compétir aux élections qui mettent terme à cette transition. Au regard de mon engagement et de la confiance que les Guinéens, l'intérêt que mon engagement, ma parole donnée, mes confrères de l'armée et moi, la parole donnée qui a été vendue aux Guinéens, à laquelle ils ont cru, ils nous ont soutenus, je ne violerai jamais cela, ça ne sera jamais violé. Et encore plus loin, nous avons demandé, regardez là où le bas blesse. L'OCNT dans la Constitution, ils disent que non, la Constitution est impersonnelle. Je vous dis, ils mettent les dispositions transitoires, mais les dispositions transitoires qui disent... On aura l'occasion d'en parler. Notre invité ce matin est Abdoul Sako, coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée. Chers internautes, vous pouvez aussi appeler dans cette émission pour lui poser des questions au 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Vous étiez justement en train de parler de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Allez-y. Donc, vous imaginez, ils disent que c'est impersonnel, chose que nous sommes tout à fait d'accord. Hein? Mais dans les dispositions transitoires, ils sont permis de mettre des dispositions qui les permettent à eux de continuer à manger après l'adoption de la Constitution. Parce que dans leur esprit, dans ce que leurs juristes veulent vendre, chose qui n'est pas du tout assez responsable, c'est à l'adoption de la Constitution
tout de suite, la charte devient caduque. Mais sachant cela, que le CNT n'a de valeur que dans la charte, le CNRD n'a de valeur que dans la charte, le gouvernement de transition et les institutions qui sont en cours n'ont de pouvoir et de valeur que dans la charte, ils reconduisent les dispositions qui disent, après l'adoption de la Constitution, tant que les organes les nouvelles institutions ne sont pas élues, qui sont équivalentes aux organes, les organes demeurent, fonctionnels. Cela veut dire qu'ils sont intéressés à eux, ce qui est important. Pour nous, alors, au lieu de rentrer dans tous ces débats, pour dépersonnaliser effectivement, parce qu'ils ont personnalisé comme ça, parce qu'ils sont indexés dans la charte, dans la nouvelle constitution au niveau des dispositions transitoires. Il suffirait simplement de prendre un seul article, une seule disposition qui dise que les dispositions de la charte ont force de loi durant toute la période de la transition. C'est terminé. Il y a un internaute qui est au bout du fil et qui souhaiterait vous poser des questions. Bolokada Touramon nous appelle de Lambani. Bonjour Bolokada. Bonjour mon cher frère, comment allez-vous? Je me porte bien. Bolokada, élevez la voix, nous vous écoutons. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir donné la parole ce matin. Je salue l'ensemble, je salue votre invité d'abord et tous les internautes qui nous suivent ce matin. Et je le remercie encore, je remercie votre invité pour son courage, parce que lui au moins il a accepté de venir dans les médias pour défendre sa position. Mais moi, la question que j'aimerais lui poser, vu que la plupart des leaders, des membres des forces vives ne sont pas en Guinée, est-ce que lui seul peut convaincre le peuple à suivre son chemin? C'est ma première question. Au cas où on n'arrive pas à organiser les élections, est-ce qu'il acceptera de faire face au CNRD sans prendre la fuite comme les autres? Je vous remercie. Merci à vous, Bolokada Touramon, qui nous a appelé depuis Lambani. Alors, on va aller question par question. Sa première question, vous lancez cet appel dans un contexte où la plupart des leaders, certains leaders des forces vives sont en exil. Je fais allusion à Cellou Dalein Diallo, à Sidi Touré et même Alpha Condé. Très bien. Est-ce que cela n'entrave pas un peu votre mouvement? Je comprends. La question qui est là, et moi, l'approche que nous développons au niveau des forces sociales, et nous ne voyons pas nos interventions comme des approches qui consistent à convaincre, comme des approches qui consistent à dire aux gens, suivez-nous. Il y a un mois en arrière, j'ai rencontré quelqu'un dans une cérémonie. Il m'a dit, ah, M. Sako, vous allez bien? C'est vous, M. Sako? Ah, vous êtes aussi jeune que ça? Je dis, ok. Ah, il ne faut pas décevoir, hein. Il faut chercher à ce que la population garde confiance à vous. J'ai dit non. Le combat que nous menons ne consiste pas à avoir la confiance de quelqu'un. Et si le peuple n'a pas confiance en vous, comment va-t-il vous suivre? Je viens. Nous, le travail que nous sommes en train de faire, de façon juste, objective et responsable, c'est d'alerter, c'est d'informer, de dire voilà ce qui a été convenu, voilà ce qui a été promis, voilà ce qui a été planifié, voilà ce qui est fait, voilà le résultat obtenu, et voilà si nous continuons dans cette situation, qu'est-ce qui va advenir? Il revient à chaque Guinéen, sur la base de cela, en son âme et conscience, en fonction de ce qu'il observe au quotidien, en termes de souffrance, en termes de difficultés, ou en termes de progrès, en termes de paix morale, en termes de stabilité sociale, stabilité psychologique, stabilité morale. Est-ce qu'il pense que la Guinée a un avenir tel? Qu'est-ce qu'il peut faire dans son statut? Parce que chacun a un statut donné. Même ceux qui sont dans la gouvernance, en leur âme et conscience, au regard de ceci, s'ils aiment la Guinée, s'ils acceptent la Guinée, l'appel leur est fait pour dire de voir en fonction de ce que la loi les offre en termes de marge de manœuvre, en termes de statut,
ce qu'ils peuvent faire. C'est ce qui est dit à mon frère Bolokada Touraman, c'est ce qui est dit à tant d'autres. Il ne s'agit pas de me voir moi. Le combat n'est pas pour moi. L'autre part de sa question. L'autre partie de la question, c'est dire si... Parce qu'il y a quand même des acteurs de la société civile qui ne sont présentement pas en Guinée. Est-ce que ça sera votre cas toutefois si le général Doumbouya refuse d'organiser la présidentielle? Je vois plutôt comment dirais-je, effectivement ce qu'il a dit. Voilà un autre pan, effectivement, d'interpellation qui montre que ce que nous vivons est catastrophique. Parce que sa question montre déjà que nous sommes dans une situation de terreur. Nous sommes dans une situation de liberticide. Nous sommes dans une situation où on ne peut pas vivre en Guinée lorsqu'on a une voix contradictoire. C'est déplorable. Moi, je pense que sa question vient plutôt alimenter, comment dirais-je, davantage consolider les dénonciations que nous sommes en train de faire. Si toutefois vous, vous gouvernez, je termine. Abdoul Sako serait tenté de prendre la fuite aussi. Laissons la question. Vous croyez qu'Abdoul Sako est là depuis longtemps? Ça ne m'a jamais animé de quitter le pays. Et je prie Dieu aussi qu'il me donne les capacités, les moyens et de vivre dans mon pays. Mais cependant, je pense que c'est regrettable. C'est le message qui est envoyé au général Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'il a pris le pouvoir pour que les Guinéens fuient leur pays? Est-ce qu'il a pris le pouvoir pour que les Guinéens aient la psychose de dire que c'est la mort ou c'est la disparition ou c'est la prison? Une fois que vous osez dire au général c'est tel qui est fait, c'est pas bon, tel qui est fait, c'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour votre image. Je pense que la question vaut son pesant d'or, mais c'est vraiment une question intelligente qui alimente plutôt la dimension, comment dirais-je, des crises que les Guinéens vivent et que le général doit savoir que ce n'est pas pour cela que les Guinéens les ont soutenus. Deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre pour participer à cette émission, 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Alors, en attendant l'appel des internautes, il y a le gouvernement qui est en retraite à Kindia. Qu'est-ce que cette actualité-là vous inspire? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire, c'est important? Je me demande, la question que je me pose, est-ce que depuis que le Premier ministre Baourou est là, dans ces 100 premiers jours, il n'a pas pu travailler, il n'a pas eu l'intelligence, il n'a pas eu le courage de dire que mon gouvernement doit avoir une orientation pour ne pas faire perdre les ressources publiques pour rien? Est-ce que depuis là, c'était le pilotage à vue? Est-ce que depuis là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous? Est-ce que depuis là, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a pas de feuille de route pour les différents départements ministériels? Ça dit encore une fois, ça en dit long par rapport à la situation. Parce que si c'est le cas, même si je pense qu'à 100 ans en arrière, on ne peut pas se permettre de perdre tout ce temps, de perdre les ressources publiques, sans avoir de feuilles de route, sans avoir une orientation coordonnée, sans avoir une planification pour une gouvernance dite de refondation. Mais sous un autre angle, cela permet aussi aux membres du gouvernement, à certains ministres, de s'imprégner des réalités sur le terrain, par exemple la dégradation des routes. Je pense qu'ils ne sont pas assez loin de Conakry pour aussi, c'est ça qui font que... Et je pense que ce ne sont pas même des extraterrestres, c'est comme si des gens qui sont venus ailleurs, ils connaissent pertinemment les réalités du pays. Le reste là, c'est du folklore. On va partir avec un autre internaute et c'est Mohamed Odem qui nous appelle de Kaloum. Bonjour Odem. Oui, bonjour M. Diallo, bonjour au brave vaillant peuple de Guinée et singulièrement à mes parents de Kankan, Batenabaya. Et je dis bonjour à votre invité. Écoutez, moi je crois qu'on est dans un état de droit. Dire qu'on va faire partir le CNRD à la fin de cette année, de quelle manière? Nous voulons la tranquillité d'esprit, nous voulons la paix du cœur, nous voulons la cohésion sociale. On peut ne pas être d'accord avec la gente au pouvoir, mais je crois qu'on est trop fatigué des manifestations, même si elle est l'expression de la démocratie. Les Guinéens, beaucoup de Guinéens ne sont pas habitués à faire de manifestations pacifiques. Et puis, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Dire qu'on va leur faire partie s'ils ne respectent pas leur engagement, je crois que
c'est le moment de se comprendre, de se concerter et de peut-être saisir une justice internationale. Mais dire qu'on va les faire partir, comment on va les faire partir? Par quels moyens? Ils ont quels moyens pour faire partir ce pouvoir en place, le pouvoir militaire? Je crois qu'il faut dialoguer, il faut faire la table ronde avant de mettre le pays en chaos. Mais je vais vous dire que la Guinée est un pays béni, ça ne va jamais sombrer. Qu'Allah le Tout-Puissant protège la Guinée et tous les Guinéens. Je vous remercie. Merci à vous, Mohamed Odem, camarade qui nous a appelé de Kaloum. Alors, Mohamed Odem s'interroge, il se pose la question de savoir comment pouvez-vous faire partir l'agent au pouvoir? Avec quels moyens? D'abord, merci beaucoup, mon frère camarade, même si quand moi je parle, les camarades devraient se taire. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Sa question et sa préoccupation, elle est pertinente. Et de toute façon, comme il l'a si bien dit, je ne crois pas qu'il y ait un Guinéen qui voudrait que, ce pays-là sombre. La préoccupation de tout un chacun, il a si bien dit, nous sommes dans un état de droit. Comment, s'il faut, les implications de cet état de droit, la diversité d'opinions peut être cernée pour le bien-être collectif et individuel des Guinéens. C'est ça la préoccupation. Mais une fois encore, comme nous l'avons fait, par exemple, je pense qu'il fait des propositions par rapport au dialogue. Mais c'est ceux qui ont le levier du pouvoir qui doivent entendre ce message. C'est pour cela, nous, dans notre demande, dans notre proposition qu'on a faite aux partenaires qui sont venus pour faciliter, on leur a donné des pistes de solutions, des actions que le général Mamadi peut prendre, par exemple, pour permettre à créer de la confiance et à garantir une certaine condition d'apaisement. Je pense, lui, à une dimension donnée, peut-être sans vouloir le dire comme tel, il lance aussi le message. Je comprends, il a dit, c'est très difficile de dire la vérité à acquis des droits. Peut-être il a du mal à dire que le gouvernement doit savoir que nous sommes dans un état de droit. Ils doivent gérer ces diversités, non pas sur la base de la pression, sur la base de la violence, sur la base s'il faut, de la terreur, mais plutôt sur la base d'une certaine situation qui permet de rassurer les uns et les autres. Donc, nous avons déjà dégagé des pistes de solutions qui ne demandent même pas une semaine, qui permettraient au général d'armée, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, de nous aider à aller dans une situation qui permette aux Guinéens de se comprendre et d'aller très rapidement vers le retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est que ça que nous pouvons en tant que société civile. Dans le cas contraire, comment comptez-vous faire partir l'agent au pouvoir? Est-ce que vous avez une stratégie propre? Pour le moment, moi, ce que je sais, si je parle ici en tant que coordonnateur des forces sociales, ce sont les pistes de solutions que nous avons données aux partenaires. Donc, nous apprécierons et qui va être bien entendu aussi, et par voie de presse que nous avons diffusée, qui va arriver au gouvernement. Nous estimons qu'ils prendront des mesures idoines, ils comprendront que personne n'est là contre eux en tant que personne, mais en tant qu'individu, en tant que tel Paul ou Pierre. Mais nous travaillons dans un élan qui permet à sortir les Guinéens de la situation de peur, de la situation de la haine de l'autre, de la situation, s'il faut, de la rancœur des uns contre les autres. C'est à cela que nous travaillons. Ça, c'est en tant qu'acteur de la société civile. Nous avons fait des propositions. Peut-être l'autre dimension de la question, il ne me revient pas à répondre comme tel parce que nous n'avons pas sciemment statué sur ça. Mais pour le moment, en tant que force sociale, nous estimons que le mandat choisi, librement donné par le président de la transition, les engagements qu'ils ont pris, il y a certainement des forces d'inertie qui veulent l'exposer autrement devant l'opinion nationale et internationale, ou peut-être il ne s'est pas doté de la ressource humaine qui lui permettrait d'être respectueux de ses engagements vis-à-vis du peuple. Nous proposons alors des pistes de solutions qui disent quand cela est fait, ça peut garantir de la confiance, non seulement des Guinéens, de redonner confiance aux Guinéens à une dimension donnée, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, aux partenaires auxquels vous demandez de l'appui. Voilà. Abdoulaye Sako, coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. À moi de vous remercier. C'était vraiment un grand plaisir pour moi.
Chers internautes, ça n'est fini au compte de ce numéro. On se reprend la semaine prochaine pour un autre numéro de À vous l'antenne. D'ici là, portez-vous bien.